Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des deux raisons qui font que la majorité des traders particuliers échouent dans le trading. Si tu ne respectes pas ces quelques règles très simples, et bah tu vas forcément perdre ton argent. Alors tu as déjà dû voir une tonne de vidéos sur YouTube où les mecs ils vont te dire par exemple la solution c'est le Fibonacci, si tu maîtrises ça tu vas réussir. Il y en a d'autres ils vont te dire que c'est Ishimoku, d'autres qui vont te dire que c'est RSI stochastique, d'autres qui vont te dire encore que c'est sont les chandeliers japonais, si tu les apprends tous par cœur tu vas réussir. Mais en réalité réussir dans le trading c'est pas juste maîtriser un élément. Alors pour te donner un exemple, on va prendre l'exemple d'un mécano. C'est comme si un mécano il te disait pour être un bon mécano il faut savoir bien faire les vidanges. Tu te doutes bien que pour être un bon mécano, il faut vraiment connaître l'ensemble du métier, l'ensemble de tout ce qu'il y a sur la voiture, être capable de faire toutes les opérations différentes qu'on peut faire sur une voiture et non pas juste te contenter d'être un expert au niveau des vidanges. Bah, dans le trading, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas te contenter d'être expert dans un seul élément. Tu vois, tu peux pas être un expert des chandeliers japonais et t'attendre à réussir. Pour réussir dans le trading, il te faut vraiment un plan qui est composé de différents éléments et chaque élément il doit être défini de manière précise. Au niveau des éléments, tu as par exemple les zones de valeur, tu vois, les supports et résistances, etc. Ça peut être des blocs de contrat, ça peut être des supports institutionnels, ça peut être des supports et résistances comme on les place de manière traditionnelle. Peu importe, tu vois, il n'y en a pas de meilleure ou de moins bonne. Le tout c'est de se concentrer sur une zone de valeur précise pour ne pas te retrouver avec 50 000 lignes sur ton graphique et ne plus savoir quoi faire, tu vois, parce que tu vas te retrouver paralysé en te disant mais attends, j'ai un support là mais j'ai une résistance là aussi, ça risque de gêner le prix, etc. Donc tu vois, il faut vraiment définir de manière précise quelle zone de valeur tu vas attaquer. Alors en dehors des zones de valeur, on a aussi le time frame de référence. Sur quel time frame, sur quelle unité de temps tu vas travailler. Souvent, tu vas voir que tu as une tendance en H4, mais la tendance elle est complètement différente en M15. J'ai énormément de questions par rapport à ça, définir la tendance, quelle tendance choisir, et la réponse elle est très simple. Tu dois déterminer ta tendance de référence, donc la tendance sur laquelle tu veux trader, et après tu vas aller surveiller les time frames au-dessus pour voir si tu n'as pas du price action qui va à l'encontre de cette tendance, tu vois, pour réduire les risques. Mais dès le départ, il faut que tu définisses bien si tu es un trader swing, tu vas trader par exemple en H4 en daily. Si tu es un trader intraday, tu vas surveiller par exemple ton M15, ton H1, ou si tu es un scalper et là tu descends carrément en M1 ou en M5. Donc peu importe ton style, tu peux réussir dans chaque style, mais il faut que tu sois bien précis au niveau de ton plan de trading sur le time frame sur lequel tu vas trader. Alors tu as aussi par exemple les actifs que tu vas trader. Quels sont les actifs que tu vas trader? Certains préféreront les indices, d'autres préféreront le forex, d'autres préféreront les matières premières ou les cryptos. On peut réussir dans chacun de ces actifs, mais il faut pas que tu t'éparpilles, il faut pas que tu te dises bon bah je vais tout trader en même temps, ça ne marchera pas. Normalement tu fais un travail de backtest déjà qui va faire le tri, tu vois, qui va te dire voilà toi tu as de meilleurs résultats sur tels actifs, tel time frame, etc. Et à partir de là tu affines ton plan en gardant uniquement ce qui marche le mieux pour toi. Mais pour les actifs, tu n'es pas obligé de te limiter à un ou deux actifs. Tu peux très bien, que je le dis souvent, on est fidèle à un setup, on est fidèle à ce qui nous offre des probabilités, on n'est pas fidèle à un actif. D'accord? Nous on veut avant tout des probabilités quel que soit l'actif. Après le price action c'est le même, il s'applique de la même manière. Donc voilà, dans ton plan tu dois savoir quel time frame de référence tu trades, quels actifs tu trades, quelles sont les zones de valeur sur lesquelles tu attaques, quelles sont les zones de valeur sur lesquelles tu surveilles ton price action, ton signal d'entrée. Donc ça c'est un élément supplémentaire qui doit être très précis. Et si tu n'es pas précis sur ton signal d'entrée, tu vas laisser rentrer tes émotions parce que tu ne sauras jamais, tu vas toujours te demander est-ce que je suis pas trop en avance, est-ce que je suis pas trop en retard, est-ce que je vais pas louper l'opportunité si je rentre pas maintenant, tu vois. Donc ça c'est un gros problème qui aurait été réglé si tu commençais par les backtests. Quand tu commences par les backtests, bah là tu te rends compte qu'il y a un point à éclaircir, tu vois. Mais on commence rarement par les backtests. Quand on rentre dans le trading, on nous file un lien d'affiliation, on s'inscrit sur le broker, on dépose des sous tout de suite et on éclate tout, tu vois. Donc on commence rarement par faire un travail structuré de backtest, tu vois. Mais voilà, dans ton plan, il faut que tu aies un signal d'entrée qui est précis pour savoir exactement à quel moment tu appuies sur la gâchette, que ce soit sur buy ou sur sell. Comme ça, tu laisses tes émotions de côté et si ça se passe pas bien, parce que ça arrivera forcément dans le trading, tu auras des issues qui sont négatives, et bah tu sauras que tu as respecté ton plan et tu pourras rester discipliné. Alors après le signal d'entrée, on a aussi le signal de sortie et la problématique c'est la même. Si tu n'as pas un signal de sortie qui est précis techniquement, et bah tu vas toujours
te poser la question, est-ce que je devrais pas assurer mon profit maintenant? Est-ce que je devrais pas limiter la casse, tu vois, dans le cas où tu as un trade qui est en négatif? Est-ce que je dois tenir mon trade ou pas? Et ça laisse rentrer tes émotions et tu vas finir par faire des bêtises. Donc tu veux absolument avoir un signal de sortie qui est précis, qui est déterminé dans ton plan, que tu as noté. Voilà, je sors dans telle raison technique. Si je vois telle raison technique, je vais sortir. Par exemple, si je vois que le prix il arrive sur une zone de valeur forte et qu'il me fait un chandelier japonais qui va à l'encontre de mon trade, et ben je coupe ma position. Et ben des fois ça sera une bonne chose, des fois ça sera pas une bonne chose, mais au moins tu pourras rester discipliné. Et enfin, tu as le ratio risque-profit et le management de ta position. Le ratio risque-profit, j'ai une vidéo complète sur la chaîne si le sujet t'intéresse, mais en gros, tu vois, c'est la différence entre la taille de ton stop loss et la taille de ton take profit. Donc tu veux toujours un take profit qui est supérieur à la taille de ton stop loss parce que ça va réduire la pression sur ton taux de réussite. Tu n'auras pas besoin d'avoir un taux de réussite extraordinaire pour gagner dans le trading. Ça aussi, c'est une grosse incompréhension des traders amateurs qui se disent bon, être bon dans le trading, c'est avoir 80-90% de réussite. Tu vois, tu vois beaucoup de vendeurs de rêves, notamment des vendeurs de signaux qui vont te dire 90% de réussite dans mon groupe Telegram, etc. Alors que dans le trading, même les professionnels dans les plus grosses banques, tu vois, par exemple chez Goldman Sachs, et ben le meilleur de la banque, il va faire 50% de taux de réussite. Mais les mecs sur internet, ils arrivent à te vendre du 80-90%. Donc tu vois, avec un bon ratio risque-profit, tu n'as pas besoin d'un gros taux de réussite. Et ça, c'est un élément que tu veux déterminer avant même de prendre ta position pour voir si ça vaut vraiment le coup de prendre le trade. Si le ratio risque-profit n'est pas bon, n'est pas intéressant pour toi, tu n'as absolument aucune raison d'appuyer sur la gâchette parce que toi, tu veux les meilleures probabilités de réussir et ça inclut dans ton plan d'avoir un ratio risque-profit qui est intéressant. Et enfin, tu as la gestion de ta position, la gestion de tes trades. Donc quand tu es impliqué dans une position, qu'est-ce que tu fais quand tu es impliqué dans ton trade? Tu vois, ça inclut la stratégie de sortie, mais tu as aussi d'autres éléments comme par exemple la mise à break-even, à quel moment je vais mettre à break-even, est-ce que je mets à break-even ou pas, tu vois, c'est pas indispensable. Mais tu dois savoir exactement comment tu vas manager ta position parce qu'une fois de plus, sinon tu vas laisser rentrer tes émotions. Donc tu vois, le fait d'avoir des éléments précis pour savoir quand est-ce que tu rentres, où est-ce que tu rentres, sur quels actifs, sur quelle tendance tu travailles, comment tu manages ta position, quel ratio risque-profit est-ce que tu vises. Tu vois, tous ces éléments combinés font que tu vas avoir un plan complet et c'est ça qui va t'offrir vraiment les meilleures probabilités pour réussir. Il ne faut pas que tu te concentres sur un seul point à chaque fois, mais il faut que tu te concentres sur tous ces points-là et en combinant tous ces points-là, eh ben, tu vas avoir les meilleures probabilités. Alors on va revoir tout ça ensemble, mais s'il y a un point particulier dans le plan que tu veux voir en priorité, ben, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Alors la deuxième raison, c'est, tu vois, quand on commence dans le trading, on a tendance naturellement à descendre dans les time frames. On descend dans les petits time frames. Pourquoi? Parce qu'on veut de l'action. On a envie de voir le marché bouger et donc on pense que voilà, plus il y a d'action, plus il y a d'opportunités. Mais c'est complètement faux. Plus tu descends dans les time frames, plus tu as des bruits du marché, c'est-à-dire des mouvements aléatoires dans tous les sens, sans qu'il y ait une raison derrière, tu vois, une raison technique. Donc même si tu es un scalper, par exemple, tu préfères le scalping et que tu veux trader sur les petits time frames, ça ne te dispense pas de regarder ce qui se passe aussi sur les gros time frames. Pourquoi? Parce que sur les marchés, on sait très bien que ce sont les gros intervenants, les banques, les institutions, etc. Qui manipulent les marchés, qui créent le flow du marché et toi, tu n'as pas envie de te mettre à contre-courant de ces banques et de ces institutions. Donc même si tu es un scalper, tu vois, tu vas toujours regarder les time frames de dessus parce qu'en identifiant la tendance des banques, et ben, tu vas pouvoir tout simplement te concentrer au niveau de tes setups de scalping. Là, on prend l'exemple d'un scalper. Tu vas pouvoir te concentrer au niveau de tes setups de scalping dans le sens de la tendance des gros intervenants. Donc même si tu es un scalper, tu préfères le scalping, tu vas quand même regarder les time frames du dessus parce que tu ne veux pas aller à contre-courant des banques et des institutions. L'exemple que j'aime bien donner, bah, c'est l'exemple de la plage à la mer. Tu vois, quand tu vas te baigner, tu sais que c'est beaucoup plus difficile de nager à contre-courant. Donc dans le trading, c'est pareil. Pourquoi prendre plus de risques à vouloir nager à contre-courant alors qu'il te suffit au départ d'identifier le sens du courant et de tout simplement te concentrer au niveau de tes setups sur ce sens-là. Alors je sais que c'est jamais évident de bien déterminer une tendance, tu vois, parce que parfois il n'y a pas de tendance, hein, parfois le marché il bouge pas du tout, mais c'est extrêmement important de réussir à déterminer la tendance ou d'être patient pour voir qu'il y a une vraie tendance pour éviter les risques, enfin pour réduire les risques et augmenter tes probabilités de réussite. Pareil, si tu veux une vidéo sur la tendance, on pourrait regarder ensemble quelques graphiques, te
montrer dans quel cas la tendance elle est bien haussière, quels sont les éléments, etc. Même si j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres vidéos par rapport à ce sujet de l'identification de la tendance, et je te ferai une vidéo avec plaisir. Voilà, donc pour résumer, première raison, le plan n'est pas complet. On se concentre trop sur un élément du plan plutôt que de se dire qu'il faut combiner tous ces éléments-là. Pour revenir rapidement dessus, je reçois souvent des questions où les personnes me disent la stratégie des blocs de contrat, nanana. Et en fait, je suis obligé de leur dire, mais les blocs de contrat, c'est pas une stratégie, c'est une zone de valeur sur laquelle on va surveiller le price action. Ça nous donne des informations, mais ça fait partie du plan, tu vois, c'est qu'un seul élément du plan. Donc pense à bien combiner tous les éléments pour avoir les meilleures probabilités et ne laisse pas un seul des éléments avec des ambiguïtés parce que ça va laisser rentrer tes émotions. Et la deuxième raison, c'est tout simplement de descendre trop vite dans les petits time frames. Trader sur les petits time frames, c'est pas un problème, mais garde toujours un œil sur les gros time frames pour pouvoir concentrer tes setups sur les petits time frames dans le même sens que le flow du marché. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.